Dans cette histoire, le protagoniste était traité pire que la lie de la terre et chaque jour était un enfer vivant pour Hiraji, car certains produits de préservatifs périmés dans sa classe le harcelaient constamment et lui faisaient faire des courses à ses propres frais. Le pire, c'était que même Shidu, le garçon apparemment parfait de leur école, faisait partie de ceux qui s'en prenaient à Hiraji. Jour après jour, il devait se tuer à la tâche dans un emploi à temps partiel juste pour pouvoir leur fournir des collations. Et comme on ne pouvait pas savoir ce que ces gars feraient s'ils refusaient, il s'efforçait de faire ce qu'il lui disait. Certains jours malheureux, il se battait avec lui pour être en retard. Et le leader le frappait pendant que le reste de la classe se moquait de lui. Dans sa misère, il y avait toujours une seule personne qui le soutenait. Une fille nommée Shira, qui, malgré le fait d'être la plus jolie fille de l'école, était la seule à défendre un mauvais perdant comme lui. Cependant, parce que Hiraji s'inquiétait pour sa sécurité, surtout parce que les garçons pouvaient aussi s'en prendre à elle, il la poussa et s'éloigna pendant que les clowns riaient aux éclats. Un jour fatidique, toute la classe de Hiraji, y compris lui-même, fut étrangement réincarnée dans un palais et ils furent accueillis par les royaux comme des héros destinés à vaincre le seigneur démon. Ils avouèrent qu'ils n'avaient absolument aucune idée de comment utiliser leur pouvoir. Alors la reine demanda à sa fille, Charelle, de leur donner des cours à ce sujet. La princesse a demandé aux héros de regarder leurs fenêtres de statue afin qu'ils puissent être entraînés en fonction de leur force. Pour plus de clarté, Charelle a expliqué que la fenêtre de statue était un écran qui leur montrerait la répartition de leurs capacités individuelles, et simplement en disant le mot statue, ils pourraient la consulter. Suivant l'ordre de Sédu, tout le monde sauf Hiraji a appelé la fenêtre de statue, et ils ont tous pu voir leurs statistiques, et lorsqu'Hiraji a finalement cédé, il a appelé sa fenêtre de statue. Sur l'écran, il découvrit qu'il possédait des compétences nettement surpuissantes, y compris les titres de protecteur divin et de dépasseur des limites humaines. Il glissa et trouva 2 autres titres nommés Bénédiction des dieux et Faveur du Dieu suprême, et qu'il avait toutes les formes de magie imaginables. Cela le fit transpirer comme s'il avait passé la journée à donner des coups de rein, mais une surprise bien plus grande l'attendait, car il apprit que toutes ses compétences avaient été augmentées au niveau 10. Kiyoraji était confus pour son malheur et pensait qu'un hacker avait infiltré la fenêtre de statue, parce que, allez, même Sung Jinwoo n'avait pas des statistiques aussi parfaites. Tout d'abord, il se demandait pourquoi il était béni par les dieux et ensuite était confus, espérant que c'était la même chose pour tout le monde. Il a demandé à Shira ses statistiques, mais elle s'est juste mise à rougir sans raison, comme si sa baguette magique était sous sa jupe. Cependant, il regarda son écran et découvrit qu'elle n'était qu'une mage. Et c'était tout ce qui était écrit sur son écran, ce qui signifiait qu'il était le seul à ne pas correspondre. Il descendit dans sa spirale, se demandant que si ce n'était pas un bug, alors cela signifiait qu'il avait les meilleurs cheats de toute la classe. Pendant ce temps, Shira a également demandé à voir sa fenêtre de statue, mais elle continuait de faire défiler et de découvrir d'autres compétences, avec un air de surprise évident. Elle a souri chaleureusement et a rappelé à Yoraji qu'il était toujours harcelé auparavant, mais qu'il ne serait plus un faible à la merci de ces scélérats de sa classe. Leur conversation a été interrompue par Shirelle, qui a annoncé qu'elle allait vérifier leurs écrans de statue et que tout le monde devait garder sa fenêtre ouverte. Ce fou arrogant a la langue bien pendue. Setu était si confiant dans ses compétences, qu'il lui a dit de commencer par son propre écran. Pendant qu'elle vérifiait les statistiques de Sedu, Yoraji déglutit difficilement parce qu'il était nerveux et ne savait pas à quoi s'attendre. Pendant ce temps, son esprit voyageait dans le temps, revenant à l'endroit où tout avait commencé. Yoraji se retrouva initialement dans un endroit qui on pourrait appeler le paradis, car il était immaculé et plus lumineux que son avenir. Mais tout a vraiment commencé il y a à peine une seconde, lorsque toute la classe a été engloutie par une étrange lumière, et il s'est soudainement retrouvé isolé des autres. Par la suite, un étrange vieux papa est apparu et l'a appelé par son nom, tenant un bâton et s'excusant de l'avoir traîné là sans aucun véritable avertissement. L'Hiraji était terrifié, mais pas autant que lorsqu'il a découvert que ce type flottait en réalité. Après avoir remarqué qu'il perdait son calme, il se ressaisit et demanda à l'homme qui il était, et il se leva dans toute sa gloire éclatante, réalisant qu'il était Dieu, le plus puissant et le souverain de tous les autres dieux. Yoraji était évidemment surpris, alors le vieil homme l'invita à prendre le thé, afin qu'il discute de la raison de son invocation. Il continua à informer, lui parler de 4 choses majeures. La première était que toute la classe serait transférée dans un autre monde. La deuxième était que Hiraji se verrait accorder des capacités de triche afin de ne pas mourir. La troisième était qu'il devait vaincre le seigneur démon en tant que héros. Et la quatrième était qu'il devrait la dernière personne de la classe à entendre parler de tout. Ensuite, Dieu a commencé à lui accorder ses capacités de triche en chargeant son bâton, mais Hiraji ne se sentait pas différent même après cela.
Avant qu'il puisse dire un mot, Dieu lui a souhaité bonne chance avec ses nouvelles capacités dans le nouveau monde, puis l'a téléporté au château, où il se trouvait ce jour-là. À l'heure actuelle, la princesse venait de vérifier sa fenêtre de statue et avait le visage si rouge qu'Hirōraji demanda nerveusement si elle était simplement surprise. Cependant, elle ne dit rien, et il se sentit en sécurité car au moins il n'était pas faible. Soudain, il se demanda pourquoi elle était devenue silencieuse et voulut savoir ce qu'elle avait en tête. Mais elle a dit qu'elle n'était pas sûre qu'avec un tel pouvoir entre ses mains, il ne les trahirait pas et ne les attaquerait pas. Elle allait donc le faire exécuter immédiatement. Il ne comprenait même pas cette chance incroyable qu'il avait toujours, car il venait de commencer une nouvelle vie dans un autre monde et maintenant il risquait d'être exécuté. Cependant, la princesse lui a dit qu'elle avait une proposition pour lui et qu'elle ne mentionnerait pas sa force à ses parents. Il a été surpris par ce tournant soudain des événements et lui a demandé si elle n'avait pas peur de lui. Mais elle a dit qu'il n'y avait rien de tel, car elle possédait une compétence appelée clarté qui lui permettait de voir à travers les intentions des gens. Il était curieux, alors il lui a demandé à quoi ressemblait son cœur. Et elle a dit que bien qu'il ait quelques taches sombres, le sien était de loin plus pur que celui des autres. Pour être juste, les autres héros avaient des compétences magnifiques, mais Hirōraji était le plus fort et le plus remarquable de tous. De plus, à part lui et quelques autres, le reste des héros avaient des couleurs très étranges dans leur cœur. Après avoir entendu cela, il comprit enfin pourquoi elle avait réagi de manière étrange à Seru. Elle voyait à travers son acte de parfait gars et réalisait qu'il n'était rien d'autre que le maître du diable. Cela a encouragé Hiraji à apprendre à bien contrôler son pouvoir. Plus tard dans la nuit, il a reçu une chambre au décor majestueux, et il s'est avéré que chaque personne avait également une chambre privée. C'était grâce au royaume qui les avait tous traités avec générosité, mais revenons à la question qui nous préoccupe. Hiraji devait comprendre ce qu'il en était de ses statistiques. Il a cliqué sur le titre nommé « Bénédiction des dieux », et celui-ci s'est développé pour lui montrer que toutes ses statistiques de croissance avaient été modifiées et qu'il pouvait utiliser la magie de tous les éléments. Il a réalisé que c'était probablement les capacités de triche que Dieu lui avait accordées, jusqu'à ce qu'il voie un autre titre nommé « Le favor de Dieu suprême ». Ce titre particulier signifiait que toutes ses statistiques étaient considérablement augmentées. Chaque nouvelle compétence qu'il acquérait serait immédiatement portée au niveau maximum, et il n'avait besoin que d'un dixième de l'expérience requise pour monter de niveau. En voyant cela, il se souvint du bon Dieu généreux qui lui avait donné ses capacités de triche et réalisa qu'il était désormais invincible. Mais soudain, son esprit s'enfonça dans un tunnel sombre, et il comprit qu'avec ses capacités de triche, il pourrait se venger de tous ces malheureux, non aimés, qu'il avait harcelés à l'école. De toute façon, le lendemain, il s'est réveillé tôt et a fait une promenade dans le magnifique jardin du château juste avant le petit déjeuner. Dans son corps, il ressentait une sensation dans le dos qui représentait le cœur de sa magie. Il a alors tendu son bras et créé une petite boule de feu, célébrant ainsi ses petites victoires lorsque la princesse est entrée et lui a demandé ce qu'il pensait faire. Il 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 lui a demandé ce qu'il pensait faire. Elle lui a demandé ce qui n'allait pas et pourquoi son visage avait cet air-là. Et elle a dit que c'était parce qu'il n'était arrivé que la veille mais qu'il pouvait déjà utiliser la magie. Innocemment, il a dit qu'il essayait juste des choses au hasard et que ça avait fonctionné. Mais la princesse était très surprise, car même les mages les plus exceptionnels mettaient 3 semaines avant de lancer leur tout premier sort. D'un autre côté, avec ses statistiques, ce n'était pas si inattendu. Mais Hirōraji l'a d'autant plus surprise lorsqu'elle l'a vu utiliser la magie de l'eau à double effet et a réalisé qu'il n'avait même pas besoin d'incantation. Tout cela était une surprise pour lui, même en jouant avec sa magie de l'eau, mais la princesse a abandonné, disant qu'elle ne pouvait plus être surprise à ce stade. Au départ, elle allait entraîner tous les héros, mais elle a décidé qu'elle superviserait personnellement son propre entraînement. Il était reconnaissant pour son offre, et elle a dit que, même si elle n'en avait pas l'air, elle était la plus jeune personne de l'histoire à devenir mage de cour. Eh bien, c'était une bonne nouvelle, mais la meilleure nouvelle était qu'il pourrait toucher ses grosses bosses sous sa robe. Il a repris ses esprits et a demandé s'il pouvait voir son écran de statut. Lorsqu'elle lui a montré, il a découvert un grand nombre de compétences impressionnantes, bien qu'elles ne soient pas aussi bonnes que les siennes. La dame était rouge de confusion et a essayé d'expliquer que ses statistiques étaient excellentes même selon les normes d'un mage de cour, donc il n'était probablement pas si impressionné simplement parce qu'il était trop exceptionnel. Quoi qu'il en soit, il s'est excusé auprès d'elle et lui a dit qu'il serait sous sa protection, mais à ce moment-là, il n'y avait pas d'autre option. Merci. Ici, dans la salle à manger du château royal, Hirōraji cherchait l'endroit parfait pour s'asseoir quand Shira lui fit signe et l'invita à s'asseoir juste à côté d'elle. Il avait d'abord l'impression que c'était su, mais elle ne lui laissa pas le temps d'hésiter, le prit par le bras et colla ses fesses juste à côté des siennes. Cela attira de nombreux regards en colère et jaloux, car elle était la fille la plus populaire de la classe, et il mourait d'envie d'être celui qui serait assis juste à côté d'elle. Mais Hiraji s'en moquait complètement et voulait seulement manger. Cependant, l'un de ses intimidateurs sans vergogne a remis en question son audace de s'asseoir juste à côté de Shira. Mais Hiraji s'est défendu avec audace,
disant qu'il s'était assis là parce qu'elle lui avait demandé. Cependant, le fric aux cheveux rouges l'a attrapé par le col et a dit que Hiraji mentait, après quoi il lui a ordonné de quitter cette chaise. Tout ce temps, Hiraji traitait le fait que ses statistiques étaient plutôt incroyables et qu'il n'avait plus besoin d'avoir peur de ce crétin, alors il lui a calmement dit de ne plus le toucher. Cela a été un choc pour tout le monde, y compris Sédu et le harceleur, si bien que le type aux cheveux rouges a serré le poing et lui a lancé un regard froid et sombre, déterminé à donner à Hiraji au moins 4 dents en moins. Il l'a averti et lui a dit de ne pas penser qu'il était un dur, mais juste au moment où il lançait son coup de poing, Shira est intervenu et a empêché Kanzaki de blesser Hiraji. Il finit par retirer son poing et se détourner en disant qu'il se vengerait quand même de Hiraji pour ce qu'il avait fait. Shira vérifia l'état de Hiraji, qui dit qu'il allait bien et la remercia, mais la dame dit qu'elle n'avait rien fait. De plus, Hiraji était des éons plus fort que Kanzaki, pourtant il n'utilisa pas son pouvoir contre lui. Cela faisait de lui un gars incroyable. Quelques jours plus tard, ils ont officiellement commencé leur formation spéciale, et la première semaine a été consacrée à l'apprentissage de la magie en classe. Mais pas pour Hyoraji, car Charelle lui donnait des tutoriels en tête-à-tête dans son jardin privé. L'une des leçons exigeait qu'Hyoraji touche des cibles avec ses pouvoirs magiques, alors il a créé une boule de feu et a visé les 3 cibles. Il a fait un travail impressionnant et a critiqué les cibles sans le vouloir, ce qui a beaucoup impressionné la princesse, qui a dit qu'il avait juste un peu exagéré et qu'il n'y avait pas de problème. Ils ont donc continué à s'entraîner un peu plus ce jour-là. Ainsi, Hyoraji a rendu Cherelle très humide avec son eau bénite alors que, un signe de gratitude pour le temps qu'elle avait passé à lui enseigner. En retour, elle l'invita à une fête de thé, ce qui était complètement étrange car il ne comprenait pas ses motivations. Cependant, ses rires innocents ne l'empêchèrent pas d'admirer la fleur entre ses jambes. Après ce jour-là, Shira a demandé à s'asseoir à côté de lui encore une fois et a continué à être gentil avec lui comme toujours, tandis que Kanzaki regardait comme un chien jaloux et a cessé de chercher des ennuis. Finalement, 2 semaines passèrent dans leur nouveau monde et il était temps pour Hyoraji de rejoindre ses camarades de classe. Mais la simple vue de ses harceleurs lui faisait souhaiter être né en tant que poubelle plutôt que de devoir travailler avec ses perdants. Il était très plongé dans ses pensées lorsque la princesse lui demanda s'il ne s'entendait pas bien avec les autres héros. Il l'a admis, mais il lui a dit que Shira était une alliée, contrairement aux autres. La simple mention de Shira rendait la princesse si jalouse qu'elle a saisi ses mains près de sa poitrine et a dit qu'elle était aussi son alliée. Quoi qu'il en soit, ses camarades de classe continuaient à s'entraîner pendant un moment et Hiraji commençait à s'ennuyer. Alors, il s'est associé à Shira et a rendu Charelle encore plus jaloux. 2 semaines plus tard, cela faisait déjà 1 mois qu'ils avaient été réveillés dans ce nouveau monde, donc leur instructeur a dit qu'ils avaient maintenant atteint un point où leurs capacités ne devraient pas être remises en question. Il leur a dit qu'ils allaient combattre le monstre et qu'ils devaient donner le meilleur d'eux-mêmes dans ce combat, donc ils étaient tous excités à l'idée de se battre. Ce jour-là serait leur toute première fois à défier le donjon et Hiraji était content qu'ils puissent enfin monter de niveau, car pendant tout ce temps, tout le monde était bloqué au niveau 1 pendant leur entraînement. Plus tard, Shira lui demanda s'il voulait faire équipe avec elle, et il accepta immédiatement sa demande car, après tout, ils avaient été instruits de former des équipes de 2 pour le donjon, et cela lui convenait. Mais juste derrière eux, Kanzaki apparut et dit à Shira que, au lieu d'un perdant comme Hiraji, il valait mieux choisir un protecteur. Cependant, Shirit a dit que seule la personne la plus idiote sur Terre voudrait jamais s'associer avec lui, et cela a tellement sali son ego qu'il a cessé d'exister pendant 1 minute. Elle a immédiatement saisi le bras de Yoraga et s'est dirigée droit vers le donjon, mais il lui a dit que si elle continuait à le défendre, il viendrait finalement pour elle. Cependant, elle lui a dit que ce n'était pas du tout la raison, mais en réalité parce que Kanzaki lui avait avoué maintes fois qu'il aurait peut-être remporté le prix du simp le plus rejeté de sa part. Juste à ce moment-là, ils ont rencontré leur tout premier monstre, qui était un gobelin. Et Hyoraji était si excité à l'idée d'électrocuter celui-là avec son bol de voltage. On pouvait dire en toute sécurité que tous les gobelins regrettaient d'être nés, car il les avait tous éliminés d'un coup. Plus tard dans la nuit, dans sa chambre, il vérifia le tableau de statut, espérant qu'il avait enfin atteint le niveau 2 ce jour-là. Mais à sa grande surprise, il avait atteint le niveau 37. C'était absurde car il n'avait vaincu qu'environ 3 gobelins, donc il n'était pas logique qu'il soit déjà au niveau 37. Cela devait être une récompense de son titre Bénédiction des dieux, qui modifie la croissance de son bâton. Lorsqu'il vérifia à nouveau la fenêtre, il découvrit qu'il avait acquis de nouvelles compétences, à savoir la soif de sang et la création d'armes. Il appuya sur la soif de sang et apprit que cette compétence pouvait pétrifier son adversaire en fonction de la différence de statistiques entre lui et sa cible. La mort pouvait également survenir. Il savait pertinemment que c'était très dangereux, car une personne moyenne pouvait s'effondrer simplement à cause de sa puissance, et il devait donc se contrôler. La prochaine compétence était la création d'armes. Création, lui accordant la capacité de créer n'importe quelle arme de son imagination à l'infini.
C'était également formidable, mais lui, Uraji, craignait pour sa vie, sachant qu'il pourrait avoir des ennuis si quelqu'un découvrait cette capacité. Avoir une telle force était formidable et tout, mais être le seul dans sa classe à avoir de tels cheats incroyables commençait à lui sembler tellement ridicule. Quoi qu'il en soit, Iraji était déterminé à s'enfoncer aussi loin que possible dans le donjon. Les jours passaient, et c'était déjà le 5e jour de l'exploration du donjon. Après avoir exploré le donjon ce jour-là, Shira demanda à Iraji quel était son niveau actuel, et il lui dit qu'il avait atteint le niveau 100. Cependant, elle le regarda comme s'il n'était qu'un de ces fous qui s'était échappé de l'asile, alors il changea rapidement de sujet et dit qu'il était au niveau 20, ce que Shira affirma également. Au fond de lui, il était content qu'elle le croie car il ne voulait pas qu'elle connaisse son vrai niveau, même s'il s'était habitué à être dans le donjon et à le piller avec Shira. Quoi qu'il en soit, il lui dit qu'il visait le 30e étage, mais qu'il devait être très prudent car à partir du 21e étage, leurs ennemis seraient beaucoup plus forts. Ils n'avaient même pas fait beaucoup de chemin quand ils rencontrèrent leurs premiers monstres effrayants, qui étaient des loups démoniaques terrifiants avec des yeux perçants au-delà de leurs âmes. Les loups, voyant de la viande fraîche, avaient déjà commencé à saliver et n'ont pas tardé à se jeter dans leur direction. Elle était en panique, mais Yoraji l'a aidé à rester à l'écart et lui a dit de le laisser s'occuper des choses. Au départ, il avait prévu d'utiliser la magie du feu pour gérer la situation, mais il s'est rendu compte que ce serait dangereux car il se trouvait dans une grotte. Pour leur sécurité, il a donc décidé d'utiliser la magie du vent à la place. Avec le vent, il a créé de puissantes rafales de vent semblables à des balles avec lesquelles il a renversé les murs, les soumettant sur le champ. Lorsqu'ils sont arrivés au 22e étage, elle a pu s'occuper de certaines des chauves-souris avec sa propre magie du feu, et ils ont continué jusqu'à ce qu'ils aient conquis le 29e étage. Ces réalisations ont vraiment enthousiasmé Shira car elle a monté de 6 niveaux supplémentaires. Et même si Iraji a monté de 100 niveaux, il a juste fait semblant d'avoir eu la même montée de niveau. Maintenant qu'ils avaient conquis le 30e étage, Shira estimait qu'il était temps de rentrer chez elle, et Iraji était d'accord avec elle. Jusqu'à présent, ils avaient passé un temps considérable à essayer de conquérir des donjons et avaient fait des progrès significatifs, conquérant leur chemin jusqu'au 50e étage du donjon, qui était la partie la plus profonde. Ils ouvrirent les portes de l'étage et ne trouvèrent rien d'autre que de la lumière. Mais Iraji sentit quelque chose bouger, et pendant que Shira était une brune lente et stupide, Iraji la couvrit rapidement et la tira hors du chemin car juste derrière elle se tenait un énorme loup blanc. C'était apparemment le boss de cet étage et il possédait une compétence connue sous le nom de compétence de dissimulation. Mais c'était justement pour cela qu'ils étaient là. Alors il demanda à Shira si elle était prête et en même temps, ils attaquèrent tous les deux le loup blanc, Shira soutenant avec de la magie et Iraji lançant une attaque physique directe avec un coup de pied. Une fois que le loup blanc était à l'endroit où il le voulait, Yoraji s'apprêtait à l'achever d'un coup puissant. Cependant, il fut interrompu par Saito et Kanzaki, qui lui dirent de ne pas se mettre en travers de leur chemin car c'était eux qui devaient vaincre le monstre. Il leur dit d'y aller sans essayer, mais alors qu'ils s'approchaient du loup, celui-ci les frappa si fort qu'ils s'évanouirent sur le sol. Iraji les trouva si pathétiques et ne pouvait pas croire que ce soient les mêmes gars qu'il avait harcelés à l'époque. Quoi qu'il en soit, la bataille contre le loup blanc continuait, et il se précipitait vers lui. Alors Shira lui dit de patienter pour qu'elle puisse se débarrasser du loup. Elle créa une couronne magique de flèches juste au-dessus de sa tête, qui pénétrèrent dans sa peau en même temps et créèrent la situation parfaite pour qu'Iraji intervienne et porte le coup final. Dès que le loup blanc fut vaincu, il disparut progressivement dans l'atmosphère et laissa derrière lui une boîte au trésor. Il soupçonnait qu'il pourrait y avoir une récompense pour la bataille qu'il venait de gagner à l'intérieur, et lorsqu'ils ouvrirent la boîte, ils trouvèrent les crocs du loup. Maintenant qu'ils avaient obtenu leur récompense, il était temps de remonter à la surface. Mais Yoraji vit ces deux idiots allongés inconscients sur le sol et décida qu'il serait cruel de les laisser derrière. Par la suite, Yoraji prit sur lui de les porter tous les deux sur ses épaules. Et bien que cela impressionna Shira, Yoraji avait en réalité utilisé un cheat pour alléger leur poids. En rapportant au maître, il demanda ce qui était arrivé à Kanzaki et Setu. Alors Yoraji lui expliqua qu'ils avaient été vaincus par le boss au 50e étage, qu'il avait réussi à battre. L'homme était impressionné et surpris car ce monstre était impossible à vaincre même pour des aventuriers de rang 5C. Mais Iraji s'en moquait car c'était une victoire facile pour lui. Il montra à l'homme la récompense qu'ils avaient récupérée du coffre au trésor et sa bouche s'ouvrit en choc car il l'a reconnu comme une rare dent de loup blanc. Maintenant, Yoraji ne savait pas à quoi l'utiliser, alors l'homme lui a dit qu'il pouvait l'utiliser de n'importe quelle manière, et s'il l'utilisait comme matériau, il pourrait fabriquer une excellente épée. Yoraji a suivi son conseil et a accepté d'en faire une épée. Mais Shira a poliment décliné lorsqu'il lui a demandé si elle en voulait une, car la seule épée dont elle avait besoin était sa longue et juteuse katana. Il demanda à l'homme si quelque chose d'autre qu'une épée pouvait être fabriqué pour elle, et l'homme suggéra qu'il pourrait faire un pendentif, et cette fois-ci, Shira accepta d'avoir un pendentif. Bien plus tard,
Lorsqu'Iragi rentra chez lui, la princesse courut à sa rencontre et l'invita à déjeuner, où il rapporta les résultats de son exploration de donjon. Elle fut plutôt surprise et impressionnée qu'il ait vaincu le loup blanc. Mais quand il a dit que c'était réalisé avec l'aide de Shira, son mode jaloux s'est rapidement activé. Elle lui a demandé comment son gâteau avait goûté, et il l'a complimenté en disant qu'il était vraiment délicieux, si délicieux qu'il voudrait y enfouir son visage. Ses compliments lui ont fait rougir, et elle lui a dit qu'elle avait fait les pâtisseries toute seule, et comme il les appréciait, elle aimerait continuer à en faire davantage pour lui. Après quelques jours, Yoraji a enfin eu son premier jour de congé et était assez excité à l'idée de pouvoir enfin se reposer. Il se demandait s'il devait rester et se reposer puisqu'il n'avait rien de mieux à faire. Mais il s'est simplement habillé et a décidé de quitter la chambre de toute façon. Juste devant la porte, il est tombé sur la princesse qui était manifestement là, attendant qu'il se montre. Elle a demandé quels étaient ses plans pour la journée, et il a dit qu'il allait se promener en ville, alors elle a proposé de lui faire visiter. Plus tard, il est entré en ville et Iragi lui a fait un compliment sur son apparence, disant qu'elle était plus mignonne que d'habitude, mais elle s'est offensée. Alors il a dit que ce n'était pas comme si elle était toujours moche. Le fait est qu'elle n'est pas une mauvaise personne. Elle aurait dû aller mieux, mais elle continuait à rougir parce qu'il la faisait frémir là-bas. Curieusement, il lui demanda si c'était vraiment acceptable qu'elle quitte le palais sans garde, et elle répondit que ce n'était pas nouveau car elle était déjà sortie quelques fois auparavant. Il la regarda simplement parce qu'il savait qu'elle avait l'habitude de se faufiler pour rencontrer les amis de son père, mieux connus sous le nom de ses sugar daddy. Elle savait ce qu'il pensait. Elle a dit qu'elle n'était pas sortie en cachette et qu'elle avait demandé la permission avant de partir. Sa réponse a surpris Yoraji parce qu'il pensait qu'elle lisait dans ses pensées, et il lui a dit qu'il avait l'impression qu'ils étaient totalement en phase. Toutes ces choses qui avaient été dites ne faisaient que la faire rougir un peu plus, alors elle a immédiatement changé de sujet et a essayé de l'emmener à la cathédrale. En y arrivant, il a apprécié à quel point elle était immense, et elle a dit que c'était la plus grande du pays car c'était un endroit où n'importe qui pouvait invoquer soit un esprit, soit un démon, mais seulement une fois. C'est alors que Raji lui a demandé si elle en avait déjà invoqué un, mais elle a répondu pas vraiment, et c'était pourquoi elle voulait essayer ce jour-là. Un prêtre est arrivé et leur a dit que le rituel d'invocation coûtait 5 pièces de cuivre par personne, alors ils ont payé pour deux. Il leur a donné la permission de procéder immédiatement car il n'y avait pas beaucoup de monde et a également proposé d'expliquer le rituel d'invocation s'ils en avaient besoin. Shirel a poliment dit qu'il n'était pas nécessaire de le faire car elle pouvait tout gérer seule. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle dirigea alors Iragi, lui demandant de libérer son mana dans le cercle magique, et que plus il en versait, plus il avait de chances d'invoquer un démon ou un esprit de rang supérieur. Elle proposa de commencer et dirigea son mana dans le cercle, tout en chantant des incantations aquatiques. Ensuite, un nuage de fumée se forma et une petite créature, un chaton, apparut, qu'elle nomma Misha, mais Iragi fut surpris qu'elle ait invoqué un chaton. Alors elle expliqua qu'il s'agissait en réalité d'un esprit. Dans la hiérarchie des esprits, le plus élevé était le dieu Tyr, suivi de l'empereur Tyr, puis du super Tyr, duo Tyr, et enfin du bas Tyr, qui était le plus bas de la hiérarchie. Elle a doucement dit que son chaton était un esprit de haut niveau. Ensuite, c'était le tour de Yoraga. Alors il dirigea son mana dans le cercle magique et chanta les mêmes mots que la princesse. Mais dans sa propre situation, ce n'était pas un chaton qui apparut, mais un ange absolument époustouflant qui se référa à lui comme son maître et lui demanda de lui donner un nom. Maintenant, sa demande le rendait fou car il aimait les jeux de rôle maître-serviteur, mais il lui dit de ne pas l'appeler son maître, puis lui révéla son vrai nom. Elle préférait l'appeler son seigneur, mieux encore, papa, et pendant que la princesse observait cela, elle était profondément choquée et surprise. Yoraji finit par nommer la dame Coco, et elle dit qu'elle aimait son nom parce qu'il pouvait lui chatouiller son coco quand il en avait envie. Il lui demanda si elle était aussi un esprit, et elle répondit qu'elle était effectivement, et qu'elle était même un esprit de niveau divin, ce qui était le rang le plus élevé parmi les esprits. Il semblait que la princesse était de plus en plus choquée à chaque nouvelle révélation, alors il alla vérifier comment elle allait, et elle lui murmura à l'oreille que dans le monde entier, il n'y avait qu'un seul esprit de niveau divin, et qu'elle était justement son propre esprit. Cependant, lui et Raji ne voyaient pas vraiment l'importance de cela, et Sharel était tellement perturbé qu'il ne saisissait pas pleinement l'implication de cette révélation. De son côté, il était simplement content d'avoir maintenant un allié solide et cette réalisation l'apaisa. Sur le chemin du retour, il lui demanda si le roi serait d'accord avec le fait qu'il y ait des personnes supplémentaires revenant avec eux. Mais elle répondit que cela ne poserait aucun problème, car les autres héros auraient probablement réussi à invoquer leur propre héros. Il semblait qu'il venait juste de le découvrir, mais le processus lui disait qu'il n'y avait pas de raison d'être surpris, car il était toujours le seul à avoir convoqué un dieu pour son esprit. Quoi qu'il en soit, il remarqua qu'ils attiraient beaucoup d'attention parce que les ailes de Coco étaient si évidentes. Alors il lui demanda de les faire disparaître, et à la place, elle les rendit invisibles. Il lui est également venu à l'esprit qu'il n'avait pas d'endroit pour garder Coco, mais elle a dit qu'elle ne se souciait pas de partager une chambre avec lui, et la princesse,
étant si jalouse et inquiète pour sa position dans sa chambre, a immédiatement ordonné que cela ne puisse jamais arriver. C'était parce qu'un homme et une femme partageant la même chambre étaient abominables. Il lui a dit que ce n'était que pour une nuit, mais elle a dit qu'il y avait des tonnes de chambres disponibles, et sur une note plus basse, elle trouvait injuste que Coco puisse dormir dans le même lit que lui tandis qu'elle devait se contenter de câliner son propre oreiller. La journée finit par se terminer et Hiragi s'effondra sur son lit, heureux d'avoir tant amusé lors de sa sortie avec la princesse, qui s'est révélée être la toute première fois qu'il sortait avec une fille. Cherel, quant à elle, poussa Coco dans sa chambre et lui souhaita bonne nuit pendant qu'il tombait amoureux d'elle sur le champ. Mais à ce moment-là, il se souvint de ces deux losers et réalisa que la peur qu'il avait pour eux avait complètement disparu, et il pouvait atteindre son objectif de vengeance dans ce monde car il allait certainement les faire souffrir un peu plus. Cela lui rappelait sa fenêtre de statue, mais il ne l'avait pas vérifiée depuis un moment. Mais quand elle s'est enfin ouverte, la plus grande surprise l'attendait. Il était au niveau 588 et ses compétences avaient explosé avec l'ajout d'un nouveau titre nommé N, embrassé par la vengeance. Au moment où il a touché, il a appris que cette compétence pouvait être activée lorsqu'un certain niveau de N était atteint envers son adversaire et augmenterait son statut actuel 10 fois en même temps. Cela lui permettrait d'avoir les pouvoirs et les compétences de son adversaire, et son effet sur l'adversaire était de lui infliger une douleur intense. C'était une bonne nouvelle à ses oreilles, bien qu'il se rende compte qu'il devait être très prudent afin de ne pas libérer accidentellement cette capacité mortelle sur ses faibles harceleurs. Le lendemain, Shira s'entraînait avec ses capacités magiques, en particulier sa magie du feu, avec laquelle elle tentait de brûler des cibles. Elle était fière d'elle car elle était maintenant au niveau 50, sans savoir qu'elle parlait à une véritable chèvre qui avait atteint un niveau 10 fois supérieur. Ce jour-là était une journée d'auto-formation car leur instructeur était parti essayer de se trouver des compagnons, et il prenait donc sur eux d'affiner leurs compétences. Malheureusement, personne d'autre n'est venu à l'entraînement car ni la princesse ni leur instructeur, nommé Gavi, n'était là, ils en ont donc profité pour prendre un jour de repos. Shira était contente cependant, car cela leur offrait l'opportunité d'être seule et probablement de finir par avoir un peu d'action. Mais elle remarqua que son esprit était vraiment perturbé et essaya de chasser ses pensées. Ensuite, c'est la princesse. C'est une 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 princesse. Ensuite, c'était au tour de Hyoraji d'affiner et de tester ses compétences magiques. Alors il envoya des flammes vers la cible et les réduisit encore une fois en cendres. C'était sa propre idée de le retenir. Mais bien sûr, sa puissance était bien trop élevée pour ressembler à un simple mortel. Shiro était surprise et impressionnée car, dans le donjon, elle s'était toujours fiée aux arts martiaux pour vaincre les monstres, donc elle n'avait aucune idée qu'il était devenu si puissant magiquement. À part cela, elle a aussi remarqué qu'il avait changé et qu'il était devenu un homme plus confiant avec le temps. Il a dit que dans sa vie précédente, il était intimidé par ses camarades de classe. Mais toute cette peur avait disparu maintenant. Cela l'a amené à lui demander s'il détestait maintenant ces gars-là, et il a avoué qu'il les méprisait profondément et que c'était si grave qu'il voulait avoir leur tête sur une planche à découper. Déjà. Il sentit que Shira pourrait le haïr pour avoir avoué la dure vérité. Alors il ajouta qu'il n'était pas un héros et que le pouvoir qu'il allait acquérir serait utilisé pour ses propres intérêts, car c'était simplement qui il était. Cependant, Shira le sortit de sa spirale descendante et lui dit que ce n'était certainement pas qui il était. Il leva le visage pour la voir en train de pleurer sérieusement et fut tellement surpris et confus qu'elle expliqua que ce n'était certainement pas la personne qu'il était, car même à ce moment-là, elle se souciait de lui, et pour cette raison, elle le trouvait incroyable. Il la remercia parce que c'était la première fois que quelqu'un lui disait quelque chose de gentil, puis il lui tendit un mouchoir pour essuyer ses larmes. Ce geste unique renforça son opinion sur lui, qui était qu'il était vraiment une personne gentille, mais Hiraji ressentait vraiment que la personne gentille entre deux était Shira. 3 jours passèrent depuis leur journée d'auto-formation, et la princesse l'invita à son goûter lorsqu'elle retourna au château. Alors qu'il léchait sa glace en disant que sa crème avait le goût des fraises, il exprima à quel point il se sentait détendu en le faisant, et elle lui renvoya la même énergie en disant que discuter avec lui était tellement amusant. Mais soudain, leur après-midi relaxant fut interrompu par un cri fort de détresse, ce qui les alerta tous les deux alors qu'ils essayaient de comprendre ce qui se passait. Grâce à sa compétence connue sous le nom de détection de présence, lui ou Raji ressentirent qu'il y avait des monstres dans le château, qui étaient en grand nombre. Évidemment, ils ne pouvaient plus rester à jouer à la fête de thé et devaient immédiatement se précipiter pour sauver la situation. Alors Hiraji dit à Cherel de rester en arrière. Mais elle insista pour le suivre car elle était la princesse du royaume après tout. Il accepta et lui assura que si les choses devenaient dangereuses, il serait là pour la protéger. Puis ils quittèrent le château. Déjà, il y avait du sang partout et des tonnes de victimes, les monstres faisant tomber les humains comme des moustiques. Un gars était sur le point de rencontrer Dieu, quand la princesse a rapidement bloqué et attaqué juste devant lui en utilisant ses pouvoirs magiques. Quant à Hiraji, il se tenait à distance et faisait griller les démons suceurs de sang.
Charelle est devenue un peu plus aventureuse avec sa magie et a montré un peu de peau juste pour le plaisir, rendant un homme de pierre si dur qu'il s'est brisé. La bataille a continué jusqu'au crépuscule et ils étaient complètement débarrassés des monstres, comme l'a confirmé Hiraji en utilisant son talent de détection. C'était un soulagement que tout soit enfin terminé, mais il y avait encore des pertes malheureuses et Hiraji se reprochait de ne pas avoir remarqué plus tôt. La princesse lui dit de ne pas se blâmer, mais il ne pouvait s'en empêcher et s'excusa sincèrement de ne pas avoir réussi à sauver les chevaliers. En même temps, les autres héros apparurent, disant qu'ils étaient là pour aider, tout comme les policiers d'Hollywood apparaissent toujours après le chaos. Cependant, ils virent qu'il n'y avait pas de monstres, mais seulement des chevaliers morts ou blessés, et Kanzaki ouvrit sa grande bouche pour se qualifier de grand héros qui venait d'arriver pour constater que la fête était finie sans lui. Son compagnon imbécile, Satu, a dit qu'ils avaient littéralement perdu leur temps et qu'ils devraient déjà rentrer. Mais lui ou Raji ne pouvaient pas croire leur manque d'empathie, même après avoir vu tant de gens morts. Il les a interpellés et leur a demandé au moins de se bouger un peu pour aider à porter les blessés. Mais les imbéciles égoïstes n'étaient pas du tout touchés, et leur chef de bande disait qu'ils avaient des armures trop lourdes pour porter des gens. De plus, c'était un travail pour des scélérats comme Yoraji. Parmi eux, Shira a proposé son aide, et il lui a demandé d'aider Ten aux blessés au lieu de les soulever, et il a également donné la même directive à Shural. Pendant ce temps, Kanzaki et son imbécile de partenaire étaient sur le point de sortir quand Hiraji les a arrêtés et leur a demandé s'ils se moquaient de lui, car il n'aidait même pas les blessés tout en osant se qualifier de héros. Setu lui a dit d'arrêter avec son rap pathétique, car l'urgence pour laquelle ils étaient venus n'avait rien à voir avec le roi des démons, et cela signifiait que ce n'était ni leur travail ni leur affaire. Il a demandé au type ridicule s'il pensait pouvoir sauver le monde sans sauver les gens. Vaincre le roi démon était la seule chose qui était attendue d'eux. Cependant, sa réponse irrita Setu, qui, furieux, dégaina son épée et tenta de trancher la chair de Hiraji. Mais avant qu'il ne puisse porter ce coup, le couteau de Hiraji était déjà à sa gorge. Par la suite, Hiraji l'avertit de prendre conscience de la différence de pouvoir entre eux, et Setu resta vraiment silencieux, ayant l'air d'un idiot vaincu. Heureusement, l'intervention de la reine a sauvé sa vie, et elle leur a demandé ce qui se passait, et ils étaient tous les deux choqués. Mais Setu avait un sourire maléfique sur le visage, et il a immédiatement laissé tomber son épée. La prochaine chose qu'il a faite a été de lui demander de les sauver parce que Hiradi les avait soudainement attaqués, et en ce sens, il était la source du chaos. Ses mensonges et sa trahison ont vraiment fait mal, et pour aggraver les choses, leur position actuelle faisait de Hiraji le véritable méchant. Hiraji se sentait en colère et trahi, au point de vouloir couper la tête de Setu, car il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Il s'est immédiatement défendu et a affirmé qu'il était innocent parce qu'il n'avait vraiment rien fait. Mais Satan l'appelait un menteur et a demandé aux autres héros de confirmer ses accusations. Sans hésiter, le groupe de têtes de déchets a été d'accord avec lui et a dit que Hiraji était un menteur et un traître. Il était furieux et en colère contre eux parce qu'ils étaient apparus après que l'invasion des monstres était terminée et n'avaient toujours rien fait pour aider. Cependant, Setu a vraiment éclipsé le diable en étant un menteur pathologique car il a retourné l'histoire en disant que c'était Hiraji qui était arrivé en retard et qu'ils étaient ceux qui avaient sauvé tout le monde. La reine était consternée en écoutant leurs allégations, alors elle appela sa fille pour qu'elle écoute son propre récit. Cependant, la dame n'avait même pas atterri que Setu mentait à nouveau, disant qu'elle avait été traînée sur le champ de bataille et délibérément mise en danger par Hiraji. La reine était contrariée en entendant cela et demanda à sa fille si c'était vraiment ce qui s'était passé. Mais Shurel dit que c'était son choix de suivre Hiraji, même après qu'il ait exprimé des inquiétudes pour sa sécurité. Après avoir pris un moment pour réfléchir à ce qu'elle venait d'entendre, la reine demanda à Hiraji de lui répondre sincèrement sur la question, puis lui demanda s'il avait géré la situation tout seul. Il avoua que ce n'était pas comme elle le pensait car il avait reçu de l'aide à la fois de Shurel et des chevaliers. La reine demanda au chevalier en chef de confirmer ce qu'il disait, et l'homme lui dit franchement que pendant qu'il luttait contre les monstres, Yoraji et la princesse s'étaient précipités pour les aider. La reine réfléchit un instant et dit qu'elle comprenait, puis elle s'inclina poliment devant Yoraji, le remerciant de les avoir protégés des monstres. Elle a dit qu'elle aimerait lui exprimer sa gratitude plus tard en réalisant ses fantasmes de meule, mais Yoraji a poliment décliné son offre généreuse. Eh bien, il a regardé cela se passer. Setu était furieux et a crié à la reine, lui demandant si elle allait vraiment croire Yoraji plutôt que lui. La reine a dit qu'après avoir considéré tout ce qui s'était passé, il ne lui semblait pas que Haraji était le responsable. Elle lui a également souhaité bonne chance pour affronter ses démons intérieurs avec ses camarades de partie, car cela lui importait peu. À ce moment-là, Shira a dit à Hiraji qu'ils avaient terminé de soigner les blessés, alors il les a tous les deux envoyés. En même temps, Kanzaki était contrarié et irrité, disant qu'il devait faire demi-tour parce que regarder Hira et Shira l'irritaient. Sechu accepta de partir, mais il était manifestement en colère et avait un regard sombre, presque comme s'il était prêt à se venger.
Cependant, Hiraji soutint le regard. Mais à ce moment-là, quelque chose d'étrange lui vint à l'esprit, et les deux filles étaient confuses par son expression. Elle a demandé à Shira si cela lui allait qu'elle fasse tout ce qu'elle faisait et prenne le risque d'être rejetée par tout le monde. Mais elle a souri et a dit que c'était en effet d'accord parce qu'elle avait son amie d'enfance, Isis, avec elle après tout. Ensuite, elles se sont dit au revoir et il faisait déjà nuit avant qu'elles ne s'en rendent compte. Plus tard, Hyoraji se promenait quand Coco l'appela et il se tourna pour la voir entièrement vêtue d'un uniforme de soubrette. Il lui demanda ce qu'elle faisait et elle répondit qu'elle s'entraînait à le servir et espérait qu'un jour il la plierait en deux et soulèverait ce costume de soubrette. Elle ajouta qu'elle aimait être une soubrette et Hyoraji ne pouvait pas se plaindre. Alors il l'encouragea à s'amuser, mais à l'appeler si quelque chose se produisait qui nécessitait son attention immédiate. Elle le remercia pour son soutien. Elle était réfléchie, mais a dit qu'elle ne voudrait pas le déranger. Mais le gars a soudainement commencé à parler comme Andrew Tate et a dit qu'il voulait être son objet. Cela l'a immédiatement fait fondre et elle s'est retrouvée à rougir intensément, même si Hiraji trouvait cela mignon. Juste à ce moment-là, les autres servantes du palais l'ont appelée pour prêter main forte et elle a fait une révérence à son seigneur avant de prendre congé. Sur le chemin du retour, Hiraji se demanda pourquoi des monstres étaient soudainement apparus dans le jardin du château, car il n'y avait aucun signe qu'ils venaient de l'extérieur. La seule explication possible à cela était que quelqu'un avait invoqué un grand nombre de monstres dans le château. Il fut perdu dans ses pensées un instant, mais se ressaisit, réalisant que réfléchir seul ne résoudrait pas le problème et qu'il devait partager ses réflexions avec la princesse lors de leur prochaine rencontre. Le lendemain, les camarades de classe de Hyoraj ne pouvaient être que des pêches et l'évitaient comme s'il avait l'herpès, mais il s'était déjà habitué à cette forme de maltraitance depuis ses jours misérables à l'école. Il était content qu'au moins, Shira ne se joignait pas à eux pour ignorer son existence, bien qu'elle essayait de l'empêcher de s'approcher pour que les filles en colère autour d'elle ne lui coupent pas la tête. Il prenait cela comme un bon signe, car cela signifiait qu'il pouvait maintenant s'aventurer seul dans les donjons, et c'était tout ce qu'il avait toujours voulu. Alors que les autres continuaient à être méchants, Shira n'était pas très contente, car elle se demandait s'il était allé explorer des donjons sans elle, maintenant qu'ils avaient été autorisés à explorer en tant qu'individus. Elle souhaitait aussi que tout ce drame ne se soit pas produit, car à présent, il aurait pu lui faire un ou deux bébés. Déjà amoureuse, elle avait désespérément envie de voir Hiraji et n'entendit même pas quand sa meilleure amie, Aya, l'appelait, jusqu'à ce qu'elle crie de toutes ses forces. Déjà, Yas pouvait dire que l'esprit de Shira était ailleurs, mais Shira minimisait tout, disant qu'il n'y avait absolument rien de mal et qu'elle allait vraiment bien. Cependant, Yas prit un instant pour comprendre les mots non dits de son amie et réalisa alors qu'elle pensait probablement à Hiraji. Elle demanda à Shira si elle aimait vraiment Hiraji, mais la fille amoureuse ne pouvait pas se résoudre à l'admettre, même si elle était devenue rouge vif à la mention du nom de Hiraji. Yas ne cessait de la taquiner jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus, et elle finit par s'arrêter. Mais elles furent soudainement alertées lorsqu'elles entendirent les autres dames crier à cause d'un énorme crapaud dégoûtant qui voulait y mettre sa longue langue. Vous savez où. Elles étaient terriblement dégoûtées et voulaient toutes l'éviter, mais Shira, sans même réfléchir, se précipita vers la grenouille, ignorant tous les avertissements selon lesquels la grenouille était extrêmement dangereuse. Elle a répondu par une longue et ennuyeuse conférence TED sur la façon dont se battre quand c'est risqué est le seul moyen de devenir plus fort. Puis elle s'est arrêtée à quelques pas de la grenouille, a admiré son ventre bedonnant et a invoqué une grande quantité de magie du vent qui les a entourés, puis elle a ordonné à cette magie de se transformer en lame et de trancher la grenouille. En un éclair, c'était fait, et la grenouille a progressivement disparu, à la grande surprise de toutes les dames qui l'observaient. Elles étaient vraiment impressionnées et fières d'elle, et elles l'ont remerciée d'être venue à leur secours. Elle était tout aussi impressionnée et admit qu'elle n'avait aucune idée de la force que Shira avait acquise pendant tout ce temps. Mais Shira dit à son amie que tout ce dont on avait besoin, c'était un peu de pratique, et même elle pouvait devenir plus forte. Cela encouragea les autres filles qui dirent qu'elles voulaient aussi s'entraîner, et elles se rassemblèrent autour de Shira, lui demandant si elle pouvait leur enseigner la magie, et elle accepta. Pendant ce temps, Hiraji était dans son propre monde, explorant un donjon bien plus dangereux que celui que ses faibles petites filles pleurnichardes craignaient. Il venait de vaincre quelques monstres et commençait à s'ennuyer, car Shira n'était pas là avec lui pour lui offrir un peu d'action dans le donjon. Juste à ce moment-là, un petit chien de compagnie se présentant comme un monstre entra avec un rouleau dans une bouteille coincée entre ses dents, et juste au moment où la curiosité de Hiraji commençait à grandir. Le chien marchait au ralenti, essayant d'être prudent avec Hiraji. Calmement, Hiraji s'est accroupi à son niveau et a promis de ne pas lui faire de mal, assurant au chien qu'il n'était pas l'ennemi. Finalement, le chien s'est approché suffisamment pour que Hiraji puisse lui caresser la tête, et quand il a demandé la bouteille dans sa bouche, le chien l'a obéissamment lâchée dans ses mains. Hiraji le regarda et découvrit qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Alors il l'ouvrit et le déroula, pour découvrir que c'était une lettre. Dans la lettre, il y avait un message de quelqu'un disant qu'il était piégé au 100e étage du donjon et incapable de bouger, demandant donc son aide.
Il s'agenouilla et demanda au chien s'il savait où il pouvait trouver la personne qui avait envoyé la lettre et reçut une réponse positive du chien, signifiant qu'il allait le guider. Immédiatement, le chien s'était lancé comme une fusée avec une vitesse si folle qu'elle a fait douter Hiraji de sa propre rapidité, et ils ont rencontré en chemin quelques gobelins à petit budget. Mais le chien s'en est débarrassé en utilisant ses capacités magiques et la façon dont Hiraji l'a vu à l'œuvre. Il savait qu'il valait mieux ne jamais s'en prendre à ce chien de sa vie. Le chien a signalé qu'ils étaient arrivés à destination, et Hiraji a levé les yeux pour constater qu'ils étaient en effet au 100e étage du donjon. Il regarda autour de lui et vit que tout l'endroit avait été réduit en un tas de décombres, et sa soi-disant princesse en détresse était introuvable. Cependant, le chien commença à aboyer à un endroit précis, et Hiraji se demanda alors si la personne qui avait écrit la lettre se trouvait peut-être derrière la porte géante. Il tendit la main et utilisa une orbe magique qu'il avait créée pour faire exploser les décombres, dégage ainsi le chemin direct vers la porte géante. Le chien continuait à l'encourager, alors il exerça une pression sur le portail et l'ouvrit, après quoi il trouva une fille aux cheveux bleus piégée dans des chaînes magiques. Il s'approcha d'elle pour vérifier qu'elle allait bien, car elle semblait en effet évanouie ou somnolente. Mais au moment où il toucha l'une des chaînes, une forte décharge électrique parcourut ses mains et il les retira immédiatement. Il devint curieux des chaînes et savait que s'il voulait aider la dame, il devrait finalement faire quelque chose à propos de ces chaînes. Il utilisa sa compétence appelée identification d'aptitude et découvrit que la chaîne était une chaîne de sceau, qui scellait la première personne à la toucher. Pour briser le sceau, une certaine quantité de magie était requise, et comme Hiraji en avait des tonnes, ce n'était pas un débat pour lui, alors il saisit immédiatement la chaîne et commença à l'infuser. Avec sa magie. Cependant, il devait payer le prix, et ses mains ont servi de dommages collatéraux car, en infusant sa magie, d'immenses niveaux de pouvoir continuaient de circuler en lui causant de la douleur et le rendant presque fou. Finalement, la chaîne a été rompue, et la dame est tombée dans ses bras au ralenti. Mais même si elle était inconsciente, son côté lubrique était déjà pris en charge, et elle a fini par sauter directement sur son centre de gravité. Quelques secondes plus tard, elle a repris conscience, et quand il lui a demandé si ça allait, elle a perdu son calme. Elle a commencé à trembler, mais a vite réalisé qu'il l'avait en fait libérée. Alors elle a sauté sur lui et l'a remercié de l'avoir sauvé. Hiraji ne pouvait s'empêcher d'être attiré par sa beauté. Alors elle se présenta sous le nom de YQI et lui demanda ensuite son nom. Alors qu'il était encore dans un état de confusion, il prit ses mains et se présenta comme Hiraji, mais elle remarqua à quel point son nom était étrange. Alors il dut lui dire qu'il venait d'un autre monde. Lorsqu'elle entendit qu'il venait d'un autre monde, elle demanda si cela signifiait qu'il avait été convoqué en tant que héros. Cependant, Yoraji lui a dit que ce n'était pas si important de le savoir à ce moment-là, et qu'il avait seulement besoin de comprendre pourquoi elle était enchaînée. Juste au moment où elle commençait à lui donner une réponse, son chien a couru vers elle et a commencé à la lécher de partout, faisant toutes les choses que Yoraji aurait souhaité faire avec elle. Il lui a demandé si le chien lui appartenait, et elle a dit que c'était comme sa famille et qu'il s'appelait Pic. Ensuite, Yoraji lui a demandé à propos de la lettre qu'il portait, et elle lui a dit qu'elle l'avait écrite en utilisant un clone au moment où elle a été scellée. Cela l'a ramené à sa toute première question, qui était pourquoi elle avait été scellée en premier lieu. Mais la fille a commencé à jouer avec son esprit et a finalement avoué que la chaîne s'était activée lorsqu'elle avait trébuché et était tombée face contre terre. Immédiatement après sa confession, elle souhaita qu'un énorme trou s'ouvre sous elle et l'engloutisse, car elle mourait d'embarras. Mais encore une fois, Yoraji dut lui demander si elle avait été scellée par quelqu'un ou quelque chose comme ça, et elle répondit avec embarras par l'affirmative, à en juger par son expression faciale et à quel point elle avait l'air maladroite. Il se demanda si c'était ce à quoi il pouvait s'attendre de la part des membres d'un autre monde. De retour au château royal, c'était l'heure du déjeuner pour tout le monde, et YQI a eu droit à un bon repas qu'elle a dévoré très rapidement. Elle a été séduite par sa délicieuse saveur et a apprécié le palais royal de lui avoir servi le repas le plus savoureux de sa vie. Apparemment, elle avait été invitée au palais par Cherel et y resterait pendant un certain temps. En retour, YQI était censé coopérer avec le groupe de héros pour vaincre le roi démon. Pendant qu'elle et Hiraji échangeaient quelques mots, les deux autres filles bouillonnaient de jalousie car elles se demandaient si elle était venue leur voler leur homme. Elles poursuivaient la conversation et n'étaient qu'à quelques centimètres de s'embrasser, ce qui a seulement libéré les démons intérieurs de la princesse et elle a interrompu leur conversation. Elle demanda à Yoraji ce qui était arrivé à sa main et il répondit que c'était à cause du raid de donjon qui avait eu lieu la veille. Elle se leva alors et commença à agir de manière mesquine, disant qu'il aurait dû lui faire savoir qu'il s'était blessé pour qu'elle puisse s'occuper de lui. Elle prit ses mains et commença à lancer un sort de guérison sur sa paume, car c'était une blessure si facile à guérir pour elle. Peu à peu, sa lumière de guérison se posa sur ses paumes blessées et élimina lentement ses blessures jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ensuite, il la remercia et dit que c'était la toute première fois pour lui. Recevant de la magie de guérison,
et la magie de la princesse était si réconfortante que s'il était à nouveau blessé, il lui demanderait de l'aide. Cette fois-ci, il était temps que tout le monde soit jaloux de Sharel. Plus tard, Shira a souligné que puisqu'Hiraji avait atteint le 100e étage et avait même sauvé UE, son rang d'aventurier avait maintenant atteint le rang S ou supérieur. A confirmé cela et a dit sincèrement. Elle était un peu jalouse même si elle était à quelques niveaux d'atteindre le rang S aussi. Yoraji l'a encouragée en disant qu'elle y arriverait bientôt et qu'un jour, elle y parviendrait. Elle lui a demandé s'il pouvait l'accompagner au 100e étage. Et il a dit qu'elle était bonne tant qu'il était à ses côtés et que l'exploration avec elle était de toute façon très amusante. Cette fois-ci, ce sont les autres filles qui étaient jalouses de Shira. Hiraji a ensuite mentionné qu'il avait entendu parler d'un certain entraînement auquel YQI allait participer. Alors elle l'a invité à revenir au 100e étage puisqu'il y allait de toute façon. Alors qu'ils finalisaient leur décision, il semblait que YQI avait gagné parmi les 3 filles et la jalousie était évidente sur les visages de Sharel et Shira. Plus tard, YQI et Hiraji étaient de retour au 100e étage et elle éliminait ces monstres comme des mouches, impressionnant Hiraji par sa magie. Elle lui a également exprimé sa gratitude et a dit qu'elle avait consacré toute sa vie à la magie. Et qu'elle avait même appelé son chien de compagnie en utilisant de la magie d'invocation. Yoraji lui a demandé de lui apprendre à utiliser la magie d'invocation aussi. Alors elle a dit qu'il n'y avait aucun problème. Mais avant cela, il devrait d'abord apprendre à contrôler sa magie, car sa magie causait plus de catastrophes et de destruction sans raison valable. Cependant, elle a gentiment proposé de lui apprendre à contrôler sa magie, et cette petite conversation s'est arrêtée là. Revenus en mode jeu, ils se demandaient tous les deux pourquoi le boss de ce niveau n'était pas là, même après toute la distance qu'ils avaient parcourue, mais YQI était sûr qu'ils y arriveraient bientôt. Hiraji était curieux de connaître le boss de ce niveau et lui a demandé quel type c'était, mais tu lui as dit que tout était une question de s'amuser et de découvrir. Finalement, ils sont arrivés à une autre porte, qui les mènerait probablement à le patron et sans savoir ce qui les attendait. Ils ouvrirent les portes, et alors que les portes s'ouvraient, ils ne virent que des piliers à l'intérieur, mais ils s'enfoncèrent finalement plus profondément dans le sol et furent presque éblouis par une lumière vive en entrant. Cependant, un dragon fait maison bon marché apparut au-dessus d'eux, et Hiraji fut rempli d'excitation car il n'en avait jamais vu un. YQI lui a dit de ne pas baisser sa garde même si le dragon était un dragon de classe inférieure. Alors il a dégainé son épée, a pris suffisamment d'élan pour se propulser vers lui et a frappé son épée contre la peau du dragon. Malheureusement, rien ne s'est passé pour le dragon et il a failli perdre son équilibre. Alors il a demandé à YQI ce qui venait de se passer et pourquoi le corps du dragon était aussi solide qu'une roche. Elle a expliqué que cela était dû à la nature dure et écailleuse des écailles de dragon et qu'il aurait besoin de l'arme appropriée pour percer. Ce n'était pas de la musique aux oreilles de Hiraji car il n'avait qu'une épée en sa possession, mais une idée lui vint soudainement à l'esprit et il demanda à YQI de lui accorder un peu de temps. Elle lui demanda s'il avait un plan en cours et il répondit qu'il en avait un, qui nécessitait environ 23 minutes si elle pouvait tenir le coup, mais elle lui sourit et lui dit de ne pas la sous-estimer avant de reprendre ses attaques magiques contre le dragon. Pendant ce temps, Hiraji profita de l'occasion pour se mettre dans une zone tranquille et méditer, résolvant à créer une arme puissante à partir de son imagination puisqu'il n'en avait pas. Il a progressivement commencé le processus de création en utilisant la compétence appelée création d'armes et a rapidement obtenu une puissante lame divine nommée Hermès. D'un autre côté, YQI faisait un excellent travail pour retarder le dragon, mais elle a subi quelques coups dans le processus et a eu de la chance que Hiraji arrive juste à temps. Elle lui a demandé s'il avait déjà terminé, et il a confirmé que oui et l'a remercié d'avoir attendu, puis il l'a rejoint pour achever le dragon. Les choses se sont intensifiées et YQI a commencé par des attaques de flammes intenses jusqu'à ce qu'elle soumette complètement le dragon avec le feu, puis Hiraji est intervenu juste au moment où le dragon essayait de s'enfuir. Cependant, en repérant Hiraji après qu'il ait appelé, le dragon a plongé vers lui et avec sa lame divine, il a tranché le cou du dragon. Étonnamment, ce seul coup était tout ce dont il avait besoin pour maîtriser le dragon, qui a lentement disparu, si bien que YQI était si excitée qu'elle a sauté sur son dos et l'a monté jusqu'à G-Town. En même temps, une boîte au trésor est apparue et la toile était curieuse et impatiente de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur. Étrangement, il n'y avait qu'un morceau de viande de wyvern et seul YQI était vraiment excité à ce sujet, car lui ou Raji pensait que la viande n'était pas sûre. Mais elle lui a dit que ces boîtes au trésor contenaient généralement des conservateurs, donc la viande était sûre à consommer. Le Hiraji accepta de le prendre, alors il ouvrit sa boîte à objets magiques et en sortit des meubles, après quoi ils les disposèrent pour un repas et firent griller la viande. Pendant tout ce temps, Dieu avait observé Hiraji, avec à quel point il avait toujours été vivante et énergique. Mais un dieu inférieur lui demanda pourquoi. En premier lieu, il avait donné à Hiraji, parmi tous les humains, certains de leurs pouvoirs et la grâce divine de Dieu. Il a répondu en demandant au dieu inférieur s'il avait déjà vu la vie de Hiraji, et le gars a dit oui. Alors il lui a demandé ce qu'il en pensait en général.
Le dieu inférieur a dit qu'il avait l'impression que le garçon menait une vie terrible et pathétique parce qu'il était arrivé à un point où il avait abandonné l'idée de vivre. Cependant, le dieu inférieur a également souligné qu'il y avait des tonnes de gens vivant misérablement comme lui dans le monde. Mais Dieu l'a quand même choisi parmi tous. Dieu a dit que c'était pour cela qu'il s'intéressait à Hiraji et parce qu'il voulait aussi le remercier pour quelque chose qu'il avait fait à l'époque. À ce stade, le dieu inférieur était confus car il ne savait pas ce que Hiraji avait fait. Mais le dieu suprême avait soudainement l'air de Santa Claus avec un coup, disant qu'il y avait plus que ce qui apparaissait. Sur Terre, YQI et Hiraji revenaient des donjons et YQI semblait vraiment excité par leur succès à avoir terminé le 100e étage du donjon et à avoir vaincu le Wyvern. En s'approchant du château, Kiara et la princesse les attendaient à l'extérieur et les accueillirent de leur exploration. YQI demanda à Kiara si elle les avait attendus tout ce temps, mais elle devint soudain une bégayante car, évidemment, elle attendait Hiraji. Pendant ce temps, Sharel lui demanda s'il avait pu trouver un emploi. Il était blessé, mais il a dit qu'il allait bien. YQI se demandait pourquoi Sharel était avec Shira, même si elle prétendait qu'elle s'était simplement croisée. Quoi qu'il en soit, Charles a dit qu'elle ne pouvait pas supporter de s'inquiéter et Hiraji l'a remercié de s'inquiéter pour lui, mais leur mignonnerie est devenue vraiment offensante pour les autres filles. Alors YQI a demandé quand Hiraji serait prêt à pratiquer le contrôle de la magie, et Sharel ne voulait pas le laisser tout à elle. Alors elle a demandé à se joindre à eux et à l'aider aussi. Elle a accepté son offre avec plaisir, mais YQI ne l'était pas. Trop content, et lui a dit qu'il n'avait pas besoin de 2 enseignants pour l'aider à maîtriser la magie. Il pensait qu'il serait mieux d'apprendre des 2 filles, mais YQI a catégoriquement refusé cela. Alors que les 2 filles étaient toutes sur Hiraji et qu'il appréciait leur compagnie, Shira était isolée de tout cela. Alors elle a proposé de vouloir apprendre la magie d'Hiraji pendant que les dames lui enseignaient comment contrôler sa magie. Mais en même temps, les 2 dames. Elle a rejeté sa proposition et toutes 2 se sont offertes pour lui enseigner la magie si c'était ce qu'elle voulait. Pendant que les 3 dames se chamaillaient dans leur mesquinerie, Hiraji était tellement confuse, demandant quand elles étaient devenues meilleures amies du jour au lendemain. Pendant ce temps, Dieu les observait et demandait au Dieu créateur ce qu'il en pensait jusqu'à présent, car avec un nouveau monde et juste un peu de pouvoir, la vie de Hiraji avait complètement changé, montrant à quel point les humains étaient intéressants en général. Le Dieu créateur sourit et dit qu'il s'intéressait également à Hiraji. Alors il demanda au Dieu suprême la permission d'accorder à Hiraji une autre capacité. Go était curieux de ses projets. Alors il demanda, et le Dieu créateur partagea que c'était grâce à son pouvoir qu'Hiraji avait pu créer l'épée divine Hermès. Ainsi, pour flatter les capacités de création d'Hiraji, il souhaitait lui donner le pouvoir de création totale afin de permettre à Hiraji de créer non seulement des armes, mais aussi des compétences et des pouvoirs magiques. Il y a réfléchi et a donné son accord, car il était assez confiant que Yoraji n'utiliserait pas cette nouvelle capacité à des fins malveillantes. Tout de suite, le Dieu créateur a accordé la nouvelle capacité à Yoraji et une douce lueur a envahi son corps, tandis que Piek a commencé à aboyer bruyamment. Yoraji était confus par ce qui venait de se passer, et sa réaction a alerté les dames, qui se sont immédiatement inquiétées pour lui. Ils se sont tous ligués pour lui montrer leur affection, ce qui l'a d'abord surpris, mais il a rapidement souri et les a rassurés en disant que tout allait bien. YQI était bientôt fatigué et a suggéré qu'ils aillent prendre un thé, et ils sont tous entrés. Mais Hiraji était toujours perplexe quant à ce qui s'était écoulé entre ses mains, et lorsque les dames l'ont appelé à nouveau, leur sourire charmant et leur visage mignon lui ont fait réaliser qu'il était un vrai Sigma, et l'homme le plus chanceux du monde, mais la vie n'a pas toujours été aussi belle, car tout d'abord, Hiraji est né de parents qui auraient souhaité ne jamais l'avoir mis au monde et qui étaient de véritables voyous, se livrant à toutes sortes de vices et n'étant jamais présents dans sa vie. Hiraji savait malheureusement qu'il n'avait jamais été aimé par ses parents et n'était rien d'autre qu'un distributeur automatique, utile seulement lorsqu'il pouvait imprimer de l'argent pour ses parents inutiles. Les choses n'étaient pas meilleures à l'école non plus, et cela rendait la vie pathétique et misérable pour lui. De nos jours, Yoraji venait de se réveiller d'une courte sieste où il avait rêvé de sa vie passée, et Shorel a tapoté doucement pour qu'il se lève et a essuyé ses larmes. Elle lui a demandé s'il allait bien, et c'est à ce moment-là qu'Yoraji a remarqué qu'il avait les yeux embués, ce qui a conduit Shorel à penser qu'il avait dû faire un terrible cauchemar. Il a dit qu'il rêvait encore de son triste passé, alors Shorel a encouragé Aïe à partager la prochaine fois qu'il aurait un mauvais rêve, car au moins, elle pouvait lui assurer qu'elle serait là pour lui-même si elle ne pouvait pas faire grand-chose. Elle a également dit que son seul désir égoïste était de le voir sourire à nouveau. Alors Hiraji a souri légèrement et a remercié Sharel d'être là pour lui. Plus tard dans la journée, ils sont allés en ville et Hiraji a dit à Sharel que sa tenue était jolie et lui allait à merveille. Et bien sûr, elle a rougi jusqu'aux cieux. En chemin, ils ont été rejoints par Shira et YQI, mais Sharel aurait souhaité que ces deux-là se retrouvent coincés dans la chambre de son ex avec ses 2 pouces. Les dames se sont excusées d'être arrivées en retard, et Shorel a demandé à Hiraji où ils allaient pour la journée. Alors il a dit qu'il avait un endroit qu'il voulait explorer.
Cet endroit n'était autre que la guilde, car il voulait aussi obtenir une carte d'aventure. Shira a dit qu'elle en voulait une aussi, ce qui faisait 2 d'entre eux, et avant de partir, il a demandé s'il y avait une sorte d'évaluation nécessaire pour qu'il puisse obtenir une carte, et les dames ont dit qu'il lui suffisait d'écrire quelques informations sur un morceau de papier. Cependant, il a dit qu'il ne pouvait pas écrire dans la langue du monde actuel, et Shira non plus, alors YUI et Shurel ont proposé de s'en occuper pour eux. Ils sont finalement arrivés à la guilde et ont été chaleureusement accueillis par la réceptionniste, qui leur a remis des formulaires à remplir concernant la demande. Immédiatement, ils se sont tournés vers la catégorie et YUI pour faire leur travail, et les charmantes dames ont pris leurs formulaires de demande et les ont aidés à les remplir. Ils ont soumis les formulaires à la réceptionniste, et après avoir attendu un moment, elle les a informés que leur carte était maintenant prête. Alors ils les ont reçus et sont partis. Les dames ont ensuite demandé où elles devaient aller. Alors Hiraji a demandé à Shira si elle était déjà allée à la cathédrale. Il semblait qu'elle n'y était pas allée et ne savait même pas ce qu'ils allaient y faire, tandis que YUI a dit qu'elle n'y était jamais allée non plus. Tout comme la princesse lui avait expliqué, il leur a également dit qu'ils pouvaient effectuer un rituel d'invocation là-bas une fois dans leur vie. Shiro était donc curieuse de savoir comment il le savait et a demandé s'il l'avait fait lui-même. Il lui a dit qu'elle et Sharel y étaient allées toutes seules. Elle se sentit trahie et jalouse, alors Sharel s'excusa auprès d'elle. Mais elle souriait d'une manière qui montrait qu'elle ne voulait pas vraiment s'excuser. Ils arrivèrent ensuite à la gigantesque cathédrale à nouveau et furent accueillis par le prêtre avec une attitude infernale qui reconnut Hiraji et dit que le rituel d'invocation ne pouvait être effectué qu'une seule fois. Mais Hiraji lui dit qu'il n'était pas celui qui l'effectuait cette fois-ci. Ce serait YUI et Shira, alors il les laissa entrer. Shira. Elle est allée en premier et a pénétré dans un cercle magique, chantant les mêmes mots que tout le monde, tandis que chacun anticipait ce qu'elle allait invoquer. Elle s'est penchée et a ramassé un adorable chiot, que la princesse a expliqué être un esprit inférieur, et ils lui ont demandé de le nommer, alors elle a appelé son chien Sora. Quelques secondes plus tard, une épaisse brume a envahi la pièce et un autre esprit est apparu au centre du cercle magique, qui était encore un esprit de l'empereur Tyr, juste un rang en dessous de Yoragus. Les dames étaient plutôt impressionnées, car il n'y en avait que 4 dans le monde entier, tout comme Hiraji. Mais au moment où il ouvrit la bouche, l'esprit lui demanda s'il avait passé un contrat avec une certaine personne. Il comprit que cette personne en question était Coco, et il affirma qu'il avait effectivement passé un contrat avec Coco. Cela a rendu la fille esprit heureuse, car elle sentait que Coco serait là. Hiraji, cependant, lui a dit que Coco n'était pas présente et qu'elle travaillait plutôt comme servante au château royal. Tout cela était étrange pour YUI, qui était contrariée et confuse quant à la raison pour laquelle Hiraji discutait avec son esprit. Mais l'esprit expliqua que c'était parce qu'il avait formé un contrat avec un esprit encore plus élevé qu'elle. Cela choqua YUE car elle réalisa alors que l'esprit de Yoraga était un esprit de niveau divin qui travaillait comme une servante bon marché au palais. Quoi qu'il en soit, il lui demanda quel nom elle allait donner à son propre esprit, et elle lui donna le nom de Lulu. L'esprit était satisfait de son nom et jura de servir YUE fidèlement, qu'elle appelait son maître. Pendant ce temps, Setu avait un moment de réflexion, ce qu'il n'avait généralement jamais dans sa vie misérable, où il réalisa qu'il ne parvenait plus à avoir ce qu'il voulait comme d'habitude depuis un certain temps. Il sentit que le seul responsable de cela était Hiraji, et le type agissait si cool même lorsque Shiro lui donnait toute son attention. Et il avait aussi l'occasion de traîner avec d'autres dames. Le bonnet ignorant avait l'impression que toute cette attention devrait être. Il avait raison de penser cela, et Hiraji semblait obtenir tout ce qu'il voulait sur un plateau. Alors il était déterminé à ne jamais perdre contre quelqu'un comme ça, qui avait toujours été un perdant depuis le début. Juste une idée, selon lui, et il prévoyait de profiter du fait qu'Hiraji n'était pas là pour le moment. Pendant ce temps, la princesse avait organisé un autre goûter, et Hiraji s'était joint à elle à la table, notant qu'il y avait une différence notable dans le goût de son thé. Elle était contente qu'il ait remarqué, car elle avait mis tant d'efforts et changé certaines des herbes. Il lui a donc dit qu'il préférait cette version et qu'il semblait qu'ils aimaient finalement des choses similaires. Cela a rendu la princesse si timide qu'elle a rougi largement, mais leur petit moment mignon a été interrompu par ce babouin. Il a demandé pourquoi Hiraji prenait le thé avec la princesse. Alors Hiraji lui a dit que c'était un rendez-vous déjà prévu, mais Sedu a affirmé que la princesse avait promis de prendre un thé avec lui à la place. Cependant, lorsqu'Hiraji lui a demandé de le confirmer, Shurel a dit que ce n'était pas vrai parce qu'un peu plus tôt dans la journée, Setu s'était promis à lui-même et était parti seul comme un type possédé par un démon. Voici exactement comment cela s'est passé. Setu s'est approché de Shurel et lui a proposé un rendez-vous pour prendre le thé, mais elle a poliment dit qu'elle avait d'autres projets. Elle s'est fâchée et a demandé si ses projets étaient avec Hiraji. Alors elle a dit oui, et il a dit que ce n'était pas grave, donc elle pouvait facilement l'annuler. La princesse essayait juste de comprendre ce que l'idiot lui conseillait de faire, et avant qu'elle ne puisse le repousser, il a dit qu'il viendrait la chercher après l'entraînement le lendemain, après avoir écouté le récit de la princesse.
L'Héragie a dit à Sédu que seuls les garçons avec des dents de lait demanderaient une fille de manière aussi pathétique. Mais Sétu a répondu en disant qu'évidemment la princesse le préférait à Ioragi. Alors Cherel l'a averti de ne pas parler comme si son cerveau fuyait, car Ioragi était 1 million de fois meilleur que Sétu, donc elle devrait le choisir encore et encore. Cela l'a tellement humilié qu'il a commencé à lui crier dessus, lui disant de ne pas être trop arrogante parce qu'elle était une princesse, et qu'elle devrait même remercier les étoiles qui lui accordaient son attention comme si elle allait mourir d'un manque d'oxygène s'il arrêtait un jour de lui parler. Ioragi était déjà dégoûté par le bavard, donc il était sur le point de lui donner une leçon physique, et il était assez sûr qu'il ferait de son mieux pour ne pas mettre fin au jour de Sétu. Peu à peu, il se préparait à agir et Cherel pouvait sentir que quelque chose de dangereux allait se produire. En même temps, sa rage avait rempli les conditions pour activer la compétence nommée haine alimentée par la vengeance. Ioragi était déjà tombé dans un endroit sombre, au point de penser que Sétu ne méritait même pas de vivre, mais il avait ses étoiles porte-bonheur à remercier lorsque la princesse s'était soudainement accrochée à lui et lui avait supplié de se contenir. Il la supplia de le lâcher, mais elle refusa et resta là, les bras autour de son bras, essayant de toutes ses forces d'éviter la tragédie qui approchait. Une fois de plus, elle lui demanda d'arrêter, et ses yeux innocents firent immédiatement fondre sa colère. Alors il s'excusa et la serra dans ses bras. Pendant que les deux amoureux se laissaient aller à la tendresse en sa présence, Sétu fut envahi par la rage et sortit lentement une épée de sa boîte à outils magique, puis il tenta de les retrouver. Cependant, Ioragi bloqua l'épée d'une main tout en gardant l'autre main autour de Cherel. Il l'a simplement poussé jusqu'à ce qu'il tombe sur le dos et s'évanouisse en seulement quelques secondes. Mais Ioragi s'est rendu compte que cet idiot ne méritait pas le titre de héros car il était susceptible de mal utiliser ses pouvoirs contre les autres pour des raisons égoïstes. Cherel a immédiatement été d'accord avec lui. Alors Ioragi a proposé d'utiliser sa capacité de création pour dépouiller le perdant de tout sauf de ses compétences originales. Il a immédiatement activé plein dés sur Sétu et c'était fait, donc tout ce qu'ils avaient à faire était de le laisser là jusqu'à ce qu'il se réveille. Après cela, Cherel le remercia pour tout ce qu'il avait fait ce jour-là, mais il dit que c'était lui qui lui devait sa gratitude car elle l'avait empêché de faire quelque chose de regrettable. Et après cela, ils continuèrent à prendre le thé comme des tourtereaux. Quand Sédu découvrira qu'il a été dépouillé de ses pouvoirs, y aura-t-il une 3e guerre mondiale au palais? Si vous souhaitez le découvrir dans la partie 2, tapez Soisbois 1 Lockheed dans la section des commentaires. Mettez un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour du contenu similaire. Comme toujours, merci de regarder.